Nous avons ici deux personnes, deux visages connus de nos services de police au niveau de la marque. Jean-Sébastien Bellé, Trust Team, Philippe Moiti de l'Obsoco notamment, j'ai envie de dire. Et puis d'ailleurs, tu étais intervenu lors de notre dernière rencontre en physique. Nous étions un petit peu plus de 500 à l'époque pour notre 50e convention. Ce que je vous propose, c'est peut-être de démarrer, bien simplement, avec une question toute simple. On a parlé de notion de finance. Pour des ceintures blanches que nous sommes tous, en tout cas, peut-être pas sur ce plateau, mon cher Philippe, mais en tout cas, mais quoique, au niveau de notre plateforme, quel est le job finalement du financier, pour mieux comprendre ton point de vue et de là où tu vas parler, camarade? Alors, notre objectif premier chez Trust Team Finance, c'est de faire fructifier l'épargne des gens qui nous confient de l'argent, que ce soit des personnes physiques à travers des comptes titres, des PEA, donc vraiment tous les outils d'épargne, ou à travers des fonds, des mutuelles, des banques. Donc notre objectif premier est de faire fructifier cet argent en essayant d'avoir des performances positives chaque année et d'éviter le risque des cracks ou des événements extraordinaires qui peuvent faire baisser cette épargne. Donc vraiment, faire fructifier une épargne, on nous confie de l'argent, il faut faire en sorte que cet argent prospère, grossisse, pour différentes raisons, suivant les personnes. Et pour ce faire, nous investissons dans des entreprises à travers deux supports. Les actions, qui sont finalement, une action, c'est un petit bout de l'entreprise, donc on prend un petit bout de cette entreprise, alors plus ou moins gros, suivant le nombre d'actions qu'on va acheter. Ou alors, on achète des obligations, c'est-à-dire qu'on achète la dette de l'entreprise, on lui permet de s'endetter. D'accord. Côté entreprise, les financiers sont les gens qui apportent des moyens pour pouvoir se développer, se restructurer, faire des acquisitions. Donc avec l'épargne qu'on essaie de faire fructifier, on finance des entreprises et on essaie de les aider à se développer ou à pouvoir faire des acquisitions. D'accord. Donc une quête effectivement de performance financière, puis une gestion du risque. Philippe, l'Obsoco, Observatoire Société et Consommation, quelques mots sur peut-être sa composition, ses missions et puis peut-être ses convictions. Alors l'Obsoco fête ses 10 ans là. Bon anniversaire. Merci, merci. Et donc la vocation que nous nous étions donnée à la création, c'était d'éclairer la mutation du modèle de consommation, car nous sommes partis de cette hypothèse que la période que nous vivons est une période de transformation profonde de l'organisation de l'économie en général, et plus particulièrement du modèle de consommation. Donc on essaye à la fois de penser ce qui est en train d'advenir. Donc là, c'est le côté un peu universitaire de l'Obsoco. Nous sommes d'ailleurs assistés sur ce point par le cercle de l'Obsoco, qui est un réseau d'une quinzaine de chercheurs de toutes disciplines qui sont réunis par l'intérêt qu'ils portent à la question de la consommation. Donc penser à ce qui émerge et puis observer, mesurer. Donc nous réalisons beaucoup d'enquêtes pour mettre le projecteur sur ce qui nous paraît être significatif de ces émergences, pour mesurer, pour voir comment ça évolue, pour comprendre ce que les gens mettent derrière les comportements, les croyances, les aspirations. Voilà. Et pour l'instant, effectivement, en 10 ans, on a vu qu'on avance vers un autre modèle de consommation. Et c'est pour ça qu'être à l'écoute des clients est très important, parce que ça bouge très vite. Et les entreprises qui manqueraient à l'appel, qui ne seraient pas en position d'écoute, risquent de rater des transitions qui sont aujourd'hui très importantes et qui touchent jusqu'au business model des entreprises. Et une équipe de mémoire qui mobilise des points de vue assez différents, parce qu'on a eu le plaisir aussi d'accueillir, je crois, dans nos rangs et de précédentes conventions, notamment l'ami Christophe Benavent et également Dominique Roux, Pierre Vol, Dominique Desjeux, je crois des gens qui sont confirmés. Donc, même s'ils appartiennent à l'université, à l'académisme, entre nous, on fait tomber les cloisons des disciplines et on a un fonctionnement non académique. Et d'ailleurs, je signale que nous allons organiser notre 4e colloque le 26 novembre, entrée libre à l'ESCP, où nous allons réfléchir collectivement à l'impact qu'a eu la crise sanitaire sur les comportements de consommation et l'organisation des marchés. 26 novembre 26 novembre, à l'ESCP, vous pouvez vous inscrire sur le site de l'Obsoco. D'accord. Une date que j'invite vraiment la communauté à garder en tête et à noter même dans l'agenda Outlook. Si vous êtes au bureau, c'est un rendez-vous auquel il est bon de participer pour s'inspirer. Le modèle de Trust Team, on le sait dans la quasi-totalité de notre petite communauté à Marc. On a aujourd'hui beaucoup de personnes qui participent en ce moment même à la convention, qui connaissent peut-être pas autant Trust Team qu'on le souhaiterait. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien notamment particulièrement attaché à la satisfaction. Je ne sais pas si on peut parler de la raison d'être, mais en tout cas la spécificité probablement de Trust Team. Tout à fait. Pour investir, on s'appuie sur la satisfaction client. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une vitesse de rotation, d'apparition et de disparition des entreprises
qui avait tendance à s'accélérer. Hein. En 1955, par exemple, l'espérance de vie des entreprises qui constituaient les gros indices aux États-Unis était de 75 ans. En 2016, cette espérance de vie n'est plus que de 15 ans. Donc on voit que la rotation est de plus en plus forte. On a tous des exemples de sociétés qui étaient des vedettes il y a quelques années qui ont disparu ou sont moribondes, comme Kodak, Nokia, Ericsson. Et donc il est très important de regarder autre chose que ce qu'on regardait il y a peut-être 50 ou 100 ans quand on voulait investir dans les entreprises. Et pour nous, il nous a semblé naturel de regarder le client, l'actif client et comment la société gère cet actif client. Alors, on s'appuie sur des enquêtes de satisfaction client qu'on réalise dans le monde entier. On a un partenariat avec Ipsos qui est vraiment emblématique depuis 10 ans, mais on a aussi en permanence 5 ou 6 autres partenaires. Alors, pourquoi c'est important d'enquêter, d'aller interroger les clients ? Parce qu'on sait qu'une entreprise qui a des niveaux de satisfaction client élevés, elle va avoir des clients fidèles. 100% des clients fidèles sont satisfaits. L'inverse, ce n'est pas vrai, mais c'est la condition minimum. Donc, il faut vraiment avoir un niveau de satisfaction client élevé pour pouvoir fidéliser les clients. Et on verra après, on en parlera peut-être ensemble, à quel point c'est important de fidéliser les clients. Mais si les clients sont fidèles, ils vont en parler autour d'eux. Et donc, le coût d'acquisition des nouveaux clients sera beaucoup plus faible. Et ça, c'est aussi une part très importante des coûts marketing. Enfin, il y a un point très important dans la finance. On appelle ça le pricing power, parce qu'on met toujours des noms compliqués. En fait, c'est juste la capacité qu'une entreprise a de monter ses prix, quelle que soit la conjoncture dans laquelle elle se trouve. C'est très important parce qu'il peut y avoir de l'inflation. Et donc, si l'entreprise n'a pas les moyens de monter ses prix, elle va voir sa marge baisser, et puis ensuite, elle va commencer à perdre de l'argent. Et donc, la société pourra disparaître. Et donc, ce pricing power, il est lié directement à la satisfaction client. Un niveau de satisfaction client très élevé permet de pratiquer des prix très élevés. L'exemple que je donne toujours, c'est Nespresso, qui est une société construite sur un modèle client. Ils ont commencé par interroger le client. Qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce qu'un bon café ? Que faut-il faire ? Et puis, ils ont construit leur modèle à partir de ça. Un bon café, c'est quelque chose qui est facile à faire. Donc, ils ont acheté une société d'encapsulage. Voilà, un bon café, c'est un café qui a le même goût tous les jours. Donc, quand il est encapsulé, il est tassé de la même façon, il a le même goût tous les jours. Et puis après, ils ont développé leur modèle autour du client. Et ce faisant, ils nous vendent du café à 70 € le kilo, là où du café à produire coûte 1 € le kilo. Et on est tous plus ou moins consommateurs de Nespresso. On est satisfait, on sait qu'on paye le café très cher, mais finalement, ce n'est pas un sujet. Ce qu'on veut, c'est avoir sa capsule le matin qui a le goût de la capsule jaune qu'on aime bien. Et donc, c'est ça le pricing power, c'est cette capacité finalement à diriger le client vers autre chose que le prix. Et évidemment, il faut rester dans un rapport qualité-prix qui permette aux clients de s'y retrouver. Donc vraiment, la satisfaction client comme outil d'investissement, c'est très important, à la fois pour prendre des actions de l'entreprise, comme je vous disais tout à l'heure, une part de l'entreprise. Donc nous, on veut être actionnaire de sociétés qui mettent le client au cœur de leurs priorités. Et ensuite, une entreprise qui a de la dette, elle aura plus de facilité à rembourser sa dette si, évidemment, son actif client ne se réduit pas. On voit bien que l'actif client, c'est l'origine du chiffre d'affaires. Et donc, si cet actif client conserve la même taille, on n'aura pas de problème sur les 3, 4, 5 prochaines années pour qu'elle rembourse sa dette. Et donc, c'est vrai que chez Trustee, nous sommes les seuls à avoir cette notation satisfaction client pour la dette, ce qui nous permet de nous éloigner de ce que la finance peut produire comme notations, qui sont parfois complètement irréelles et déconnectées de la réalité. Mon cher Philippe ? Je réagis à ce que je viens d'entendre, et ça me fait remonter en mémoire le constat qu'en fait, ce discours qu'on entend sur le client, la satisfaction, que la fidélité coûte moins cher et plus rentable que le recrutement, c'est quelque chose qui a émergé en fait dans la littérature managériale et repris du coup par toute la presse professionnelle dans les années 80. Donc c'est relativement récent et finalement ça nous renvoie aux transformations du capitalisme. Pourquoi le client ressurgit comme ça, ou surgit subitement à la fin du XXe siècle, et pourquoi aujourd'hui c'est devenu aussi central ? Je crois que ça s'explique tout simplement par une reconfiguration du capitalisme, la fin de la croissance forte des 30 Glorieuses, donc moins de croissance, ça veut dire des marchés plus concurrentiels, des besoins de consommation qui sont largement saturés, donc des consommateurs qui spontanément n'ont pas forcément envie de consommer davantage. Donc en gros, le centre de gravité de la prospérité des entreprises passe de la production
à l'époque du Fordisme, il fallait être capable de produire peu cher. Si on était capable de faire des gains de productivité, ça se vendait tout seul. Donc passer d'une économie de la production à une économie de la vente. La valeur, il faut la réaliser. Et pour réaliser la valeur, on se rend compte qu'il faut séduire les clients, quoi. Et donc le curseur va porter sur cette dernière étape. Ça veut dire écouter les clients, essayer de les satisfaire et faire remonter les insights, les attentes pour féconder le processus d'innovation, pour se différencier des concurrents avec des produits qui sont pertinents par rapport aux attentes des clients. Donc là, on touche à vraiment quelque chose qui est fondamental dans le capitalisme, ce retournement de tendance, ce qui finalement fait qu'on avait un capitalisme qui fonctionnait de l'amont vers l'aval, et qui, à partir de la fin du XXe siècle, est en train de se retourner, en fait, et qui part de l'aval pour remonter vers l'amont. Donc ça prend une phrase pour le dire, mais c'est extrêmement compliqué, et on est loin d'être encore au bout du processus. On en reparlera peut-être. Pour l'instant, le processus, c'est on écoute le client, notamment ses réclamations, et on essaye de s'améliorer en permanence. Et on va voir que si on va au bout de cette logique, on peut faire beaucoup plus et carrément changer le business model de l'entreprise. Mais on en reparlera peut-être après. C'est d'autant plus vrai que la révolution numérique, dans laquelle nous sommes tous embarqués, qui a tendance à s'accélérer avec la puissance des ordinateurs décuplés, elle permet à n'importe qui de produire n'importe quoi, n'importe où. On n'est plus obligé aujourd'hui d'aller faire fabriquer en Chine ou au Bangladesh pour avoir moins cher. On a une capacité, sans moyens, de produire quelque chose. Donc c'est plus le modèle ancien dont parlait Philippe, je produis et puis ensuite avec une logistique compliquée, j'achemine et je vends. Non, aujourd'hui, ce qui fait la différence et les barrières à l'entrée, la compétitivité des entreprises, c'est je connais mon client et je peux répondre à ses attentes. Et vraiment se répondre à ses attentes est vraiment le support du capitalisme de demain, parce qu'il faut déjà connaître les attentes du client, ensuite il faut être capable d'y répondre, et ensuite il faut être capable de lui suggérer une évolution dans ses attentes. Et ça, c'est vraiment le modèle de demain de l'entreprise, parce que tout le reste, tout le capitalisme qu'on a connu effectivement depuis une centaine d'années, issu de la révolution industrielle, bascule dans une révolution numérique qui amène des besoins différents. Et j'ajouterais que le numérique donne les moyens sur les marchés B2C de connaître les clients quasiment un par un. Dans le B2B, c'est facile de connaître ces 10 gros clients qui font le chiffre d'affaires. En plus, ils prennent la parole, les gros clients B2B. Mais dans le B2C, quand on traite avec des centaines de milliers, voire des millions de consommateurs, chacun ne réalisant qu'un tout petit chiffre d'affaires avec l'entreprise, très difficile d'arriver à les connaître. Et le numérique offre une connaissance microscopique de la demande, là où dans le passé, on se contentait d'études de marché qui donnaient une image macro de la demande des consommateurs. Donc le numérique accentue cette tendance, donne les moyens techniques de basculer dans cette inversion de tendance. Justement, dans cette inversion de tendance, dans cette dynamique, on évoquait justement l'intérêt pour les entreprises d'être agiles, me semble-t-il, la nécessité de connaître les attentes, les besoins des clients, mais peut-être aussi des prospects pour pouvoir aussi proposer un projet, un produit, un service. On a tous en coin de tête, peut-être notamment Uber, avec la frustration qu'on pouvait vivre d'antan avec nos taxis, et puis voilà cette révolution, en tout cas cette forte évolution, même si aujourd'hui je pense qu'il y aurait fort à dire, peut-être même sur la qualité aujourd'hui proposée par ces plateformes, on n'en viendra pas. Mais concernant justement l'Obsoco, donc il y a cette dynamique, cette démarche. On parle aussi de serviciel. On est dans cette. Tu peux nous en dire un mot ? Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en disant que écouter les clients, essayer de les satisfaire au mieux, soigner l'expérience d'achat, bénéficier d'insights pour améliorer le processus d'innovation, ça, c'est installé. Alors, les entreprises le font plus ou moins bien, mais je crois que tout le monde a compris ça. Mais la culture du client, elle doit amener à franchir un pas supplémentaire qui est un pas radical, qui nous fait changer de paradigme. C'est comprendre, mais je crois l'avoir déjà dit devant les adhérents de la marque. On reprend toujours, c'est avec pas plaisir. Grave, je le répète. C'est comprendre qu'un client, il n'achète jamais un produit pour lui-même. Il achète un produit parce qu'il attend de la consommation du produit, donc après l'achat, de bénéficier d'effets utiles. Et il considère que ces effets sont utiles, que ce soit des effets fonctionnels ou imaginaires, symboliques, peu importe. Il considère que ces effets utiles parce que ça l'aide à résoudre un problème. Donc devant n'importe quel achat, il y a un problème. Alors, dans le B2B, les clients le disent haut et fort, j'ai un problème que le fournisseur aide-moi à le résoudre. Sur le B2C, c'est plus compliqué, surtout qu'il y a une dimension psychologique, symbolique, imaginaire, statutaire qui rend la chose un peu plus opaque. Mais derrière une demande, il y a toujours un problème. Donc si vraiment on est orienté client, il faut arrêter de parler de ses produits. C'est pas ça qui intéresse le client. Ce qui intéresse le client, c'est les effets utiles que l'offre de l'entreprise va pouvoir
produire au moment de la consommation et finalement la capacité de l'entreprise à aider son client à résoudre un problème. Donc l'aboutissement de cette obsession du client, ça doit être de comprendre qu'on n'est pas là pour vendre des produits, on est là pour accompagner le client dans l'obtention d'une solution à ses problèmes. Et là, on met en place du coup des modèles serviciels. On commence à entendre les entreprises parler de ça de plus en plus. Et le serviciel peut mener à carrément arrêter de vendre des produits. On ne vend plus les produits. En fait, l'entreprise reste propriétaire des ressources nécessaires pour apporter la solution et vend une prestation de service qui est forcément personnalisée et qui s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire qu'on accompagne le client dans l'acte de consommation, et pas l'acte d'achat, l'acte de consommation, pour s'assurer que la solution est bien au rendez-vous. Et donc là, c'est une relation intime qui a beaucoup d'épaisseur et surtout qui change la nature de la transaction, puisque dans le cas extrême, donc, on ne vend plus les produits, on donne un droit d'accès aux ressources nécessaires pour obtenir la solution. Changement radical de business model. Et autant c'est relativement facile de mettre en place un service client pour écouter les clients et traiter les réclamations, autant basculer d'une logique transactionnelle sur des produits à une logique relationnelle de relation de service pour apporter une solution, là ça change complètement toute l'organisation de l'entreprise et même sa manière de penser son métier, quoi. Et on voit bien, juste pour aller dans le sens de Philippe, que l'abonnement devient aujourd'hui la première chose que tout le monde essaie de vendre, en fait, y compris dans la grande distribution. Ils vendent maintenant des abonnements qui donnent droit à des réductions, à des paniers, qui permettent de connaître le client pour ensuite lui offrir justement différents services. Et dans le monde des logiciels, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, le passage au mode SaaS, par exemple. Donc auparavant, les logiciels, c'était un métier compliqué, on vendait des logiciels et tous les résultats de l'entreprise se faisaient au dernier trimestre, en fonction du nombre de logiciels qu'ils allaient vendre à la fin de l'année pour faire le chiffre d'affaires. Et depuis quelques années, ils sont passés au mode abonnement, où ils vendent avec du service, de la maintenance, de la connaissance client. Et en fait, ce modèle des ventes de logiciels est très précurseur de ce que sera le commerce demain. C'est-à-dire vraiment un ensemble de choses. Et ça va façonner évidemment une relation entre le client et l'entreprise complètement différente dans des domaines aussi variés que la distribution ou l'automobile. On n'achètera plus une voiture, et d'ailleurs on le voit, on commence à acheter un abonnement de mobilité, qui comprend pour certaines marques d'ailleurs un lien avec des trains, des bus. Donc c'est vraiment une évolution qui est en train de se passer, qui va être très forte, et je suis d'accord avec Philippe. Je préciserai un point, c'est qu'effectivement il y a une sorte de ruée vers les abonnements. Mais il y a quand même deux catégories d'abonnements. L'abonnement à la presse, c'est loin d'être nouveau. Ce que propose désormais Carrefour ou Monoprix, vous vous abonnez, vous obtenez des réductions, c'est des choses classiques en réalité. Là, on est simplement sur une logique de fidélisation, comment on enferme en quelque sorte le client dans la relation, et accessoirement, ça permet de collecter des données qui permettront éventuellement d'améliorer la prestation. À côté de ça, on a d'autres catégories d'abonnements que je trouve beaucoup plus révolutionnaires, où l'abonnement correspond au paiement d'un droit d'accès à des ressources. C'est totalement différent. Quand vous payez un abonnement à Netflix, on n'est pas dans l'abonnement au journal que vous recevez à l'identique dans votre boîte aux lettres. Vous payez un accès à une palette de spectacles, de programmes audiovisuels énormes dans laquelle on vous aide à vous guider grâce à des algorithmes pour trouver ce qui vous intéresse. Là, ça devient plus intéressant. Et l'exemple de la voiture, c'est pareil. La voiture, c'est un hybride. On sent qu'on est entre les deux, si vous voulez. Mais vous payez, en tout cas, c'est perçu comme ça par les consommateurs. On paye une mensualité, on a l'accès à un véhicule, à son entretien, à sa réparation s'il tombe en panne, etc. Donc, en fait, on achète un droit à la mobilité dans une automobile qu'on va garder de manière privative. C'est ça l'avenir, si vous voulez. C'est l'abonnement qui donne un droit d'accès à des ressources. Ce n'est pas l'abonnement qui cherche à fidéliser, à rendre captif le consommateur. Et c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que du coup, ce type d'abonnement qui donne accès à des ressources implique un changement de business model de l'entreprise, quoi. Alors j'espère que je n'ai pas posé la question qui tue, mais justement, quelles sont les entreprises, peut-être anciennes, classiques, traditionnelles, qui tendent à aller vers à amorcer leur mue ou qui ont peut-être déjà réalisé une partie de leur mue sur ce nouveau type de modèle? Moi, je vais prendre d'abord un exemple d'une start-up qui a réussi à bouleverser son secteur, le secteur de l'habillement. Là, il est vraiment dans le collimateur aujourd'hui parce qu'on a pris conscience que c'était une industrie extrêmement polluante. Et avec la fast fashion, en plus, un gaspillage absolument incroyable. Comment concilier le goût du changement qui est propre à la mode avec la responsabilité? Vous avez ce qui était une start-up, qui ne l'est plus aujourd'hui aux États-Unis, qui s'appelle Round the Runway,
qui a mis en place, et ça a été imité par d'autres, un service de location de vêtements. Vous payez un abonnement, et là, la ressource à laquelle vous avez accès, c'est un vestiaire. Donc, contre l'abonnement, vous pouvez emprunter, dans le catalogue très riche de la boîte, les vêtements qui vous vont bien, qui sont plutôt des vêtements haut de gamme, de créateurs qu'on aurait du mal à se payer soi-même. Quand on s'en lasse, on les rend et on en prend d'autres. Donc on peut changer son look autant qu'on veut. Et comme les produits sont remis en circulation après avoir été nettoyés, évidemment, c'est une manière responsable de consommer. Du coup, comme ça marche plutôt bien, en France, on a une boîte qui fait à peu près la même chose qui s'appelle Le Closet, ou The Closet. Et on commence à avoir des grands acteurs de la filière de l'habillement s'y intéresser. Aux États-Unis, Calvin Klein est en train de tester quelque chose du même genre. Donc voilà comment on peut disrupter. On ne vend plus le vêtement, on vend l'accès à un vestiaire qui permet de changer autant qu'on veut. Je prendrai un autre exemple d'une boîte de mass market qui teste aujourd'hui quelque chose d'extrêmement audacieux, c'est Decathlon. Decathlon en Belgique qui teste un truc de fou. Vous payez un abonnement, il y a 3 niveaux d'abonnement mensuel, et ça vous donne le droit d'emprunter tout ce qu'il y a dans le magasin. Tout ce qu'il y a dans le magasin, jusqu'à une valeur cumulée des biens qui correspond à l'abonnement que vous avez choisi. Plus vous avez pris un abonnement cher, plus vous pouvez emprunter un nombre important d'objets. Et quand vous vous lassez du tennis, vous rendez la raquette et vous prenez des clubs de golf, quoi. Donc pareil, l'abonnement ici donne accès à des ressources dont vous n'êtes pas propriétaire, vous en avez juste l'usage, et ça permet d'adapter en permanence ce que vous consommez à l'évolution de votre besoin. De la part d'un acteur comme Decathlon, c'est quand même très significatif de la prise de conscience que les modèles d'hier commencent à vraiment assez souffler, que leurs jours sont comptés, qu'il est urgent d'expérimenter autre chose. Alors je ne sais pas si, eux-mêmes d'ailleurs ne savent pas si le modèle est viable sur un plan économique, mais ils ont au moins le mérite d'essayer. Et je pense que notre époque exige effectivement de tâtonner et d'accepter éventuellement des échecs. C'est comme ça qu'on apprend, parce que ces nouveaux business models ne sont pas écrits. Donc il va falloir les découvrir, et je pense que ceux qui trouveront les premiers la bonne manière de mettre ça en place disrupteront les marchés et occuperont les positions de leader de demain. First École. Exactement. Tu as parlé de la Belgique. Petit bonjour délicieux et coquin à nos amis et adhérents belges. Vous avez peut-être perdu le match, mais en tout cas, vous avez une entreprise qui, chez vous, tente et réussit des choses. On a parlé de la Belgique, on peut parler de la Scandinavie, mais pourquoi ? Parce que TrustTeam a justement cette capacité à identifier justement des entreprises qui sont leaders sur ce marché de la satisfaction, de la fidélisation. Je sais qu'il y a quelques années, tu avais évoqué le nom d'une banque que je n'arrive jamais à prononcer, donc je ne vais pas faire semblant, je sais juste qu'elle est scandinave. Et ce que j'avais trouvé génial dans cette pratique, c'est qu'elle consistait notamment à recruter son personnel, non pas en les invitant au bureau pour parler d'eux, mais en les amenant faire un tour, si j'ose dire, du marché, du quartier, et pour les entendre, eux, parler justement de ce quartier, pour voir s'ils étaient déjà, entre guillemets, dans le paysage, s'ils avaient déjà de la connaissance, un lien, si du coup ils voyaient se projeter à long terme, dans une vraie culture, une vraie orientation client. Des petites pépites qui, en tout cas pour moi, sont des petites pépites comme ça. Est-ce que tu en as quelques-unes à nous partager ce matin ? Oui, alors déjà, il faut que j'apprenne le nom. Tu t'entraînes. Donc répète après moi, Svenska Handelsbanken. C'est pire que Cripscrolls. Donc c'est effectivement une banque suédoise qui est très orientée sur la relation client depuis très longtemps. Et en fait, ils ont des petites agences dans les quartiers. Les gens qui travaillent dans l'agence doivent habiter dans le quartier. Et donc le recrutement se fait dans une voiture qui fait le tour du quartier. Et donc, le recruteur pose des questions, finalement, à la personne qui est candidate. Finalement, est-ce que tu connais le boucher ? Et là, c'est qui ? C'est quoi ? C'est comment ? Et ça permet, effectivement, d'avoir une relation avec le client de proximité qu'on ne retrouve pas dans les autres banques. Et en fait, ce modèle a permis de construire une banque qui est parmi les banques les plus rentables au monde, alors même qu'elle n'a pas de banque d'investissement, qu'elle ne vend pas de produits qui pourraient générer des primes pour ses collaborateurs. Donc on peut être orienté client, être vraiment tourné avec une démarche client forte et avoir une rentabilité qui soit bien supérieure aux autres. Et je pense que dans l'avenir, des modèles comme ça vont être de plus en plus développés. Alors d'autres pépites, il y en a, oui. Air Liquide, par exemple, a mis en place des customers champions. Donc, c'est vraiment des gens qui sont là pour essayer de connaître le client. Parfois, ils arrivent à connaître le client mieux que lui-même ne connaît son entreprise. Alors, c'est dans le B2B, mais c'est extrêmement important parce que ça permet ensuite d'implémenter des solutions
pour la fourniture de gaz pour tel ou tel industriel, qui soit encore plus optimisé que le client ne peut l'attendre. Et donc, à la fois, ça permet des réductions de coûts importantes, mais ça permet aussi un impact environnemental de plus en plus réduit. Et donc, ces customers champions sont une des clés très importantes du succès d'Air Liquide. On parle d'Air Liquide qui, je crois, est très câblé RSE, me semble-t-il. Et justement, la RSE, c'est notamment un sujet qui vous réunit depuis quelque temps. Vous avez une étude conjointe entre l'Obsoco et Trustim. J'ai eu le plaisir d'ailleurs avec Florence qui est en coulisses de participer à la restitution. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de cette étude et quels peuvent être les impacts également à l'égard de nos marques sur les attentes du client, notamment à l'égard de cette responsabilité sociale, environnementale, et en quoi ça peut peut-être nous impacter et en quoi on doit peut-être bouger, quelles sont ces attentes. Est-ce qu'il y en a un des deux qui veut se... Je vais peut-être présenter la genèse, et puis Jean-Sébastien complétera. Ouvrons le livre. Mais donc, comme à l'Obsoco, on s'est donné comme mission d'observer les mutations dans le modèle de consommation. Il ne nous a pas échappé, heureusement, que dans les attentes des consommateurs, au-delà des bénéfices clients, on a vu monter en puissance le souci de donner une dimension un peu politique à l'acte d'achat en laissant le citoyen s'exprimer à côté du consommateur. Donc c'est très lié évidemment à la prise de conscience de la gravité de la situation environnementale et du lien qu'il y a entre cette gravité et nos modes de vie, nos modes de consommation. À ça, c'est ajouté sur un mode mineur encore aujourd'hui, mais avec une forte croissance durant la crise sanitaire, la prise en compte des dimensions sociales et sociétales de la consommation. Comment ça peut impacter un tissu économique local, comment ça peut impacter des petites entreprises, etc. Et ça, de plus en plus, les Français sont soucieux de tout ça. Donc on s'est dit, oui, ça bouge. On a observé en parallèle que les entreprises commençaient quand même à prendre acte de ce genre d'exigence. Si ça ne vient pas uniquement des consommateurs, ça peut venir des collaborateurs, ça peut venir de l'État, par la réglementation, ça peut venir des gros clients B2B qui, dans les cahiers des charges, ajoutent des clauses de responsabilité. Donc on s'est dit... qu'est-ce que les consommateurs perçoivent de ce que les entreprises font en matière d'engagement. Et donc, à l'Obsoco, quand on a une idée comme ça de lancer un produit d'étude, il nous faut des financements. Et là, on va voir un financier. Eh ben, non, financier, parce que, comme ça a été dit, la spécificité de Trustim, c'est de focaliser sur le client, de se dire qu'effectivement, plus une entreprise est soucieuse de la satisfaction de son client, plus elle est performante. Ça reste parfaitement vrai, mais je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à convaincre Jean-Sébastien qu'il faudrait rajouter peut-être aussi dans les facteurs de succès la capacité qu'a l'entreprise de convaincre ses clients qu'elle a pris en compte les dimensions de responsabilité. Donc convaincre le client, le satisfaire, mais satisfaire également le citoyen qui est derrière le client, quoi. Et ça, je crois qu'on s'est tout de suite compris, quoi. Tous les sujets d'ISR, j'imagine, ou... Entre autres, oui. Entre autres, voilà. Donc, on avait ce projet de baromètre, parce que c'est quelque chose qu'on devrait faire de récurrent, et Jean-Sébastien dit banco, quoi. Voilà, donc je peux te laisser la parole pour... Oui, c'est intéressant, parce que l'idée, c'était d'aller interroger les gens pour justement voir si l'ISR, l'ESG, ça veut dire quelque chose. L'ISR, pour nos amis de la plateforme, c'est... Investissement socialement responsable. Il ressort que ça ne veut rien dire pour une majorité de personnes. Et en fait, on voit bien ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que côté entreprise, ils font des tas de choses, ou en tout cas, ils présentent des tas de choses, mais tout ça est très enrobé dans du marketing, et finalement, les gens n'y croient pas trop. Ils ne voient pas le concret de ce que peut faire l'entreprise. Et puis côté financier, l'ensemble des banques maintenant se dit responsable et veut donner du sens à l'épargne. Mais la vérité, c'est que le consommateur, le client qui est derrière, qui pourrait investir son épargne dans ces banques, n'y comprend rien et n'y croit pas. Et donc, il y a un écart très important entre ce qui est fait d'un côté, probablement, et ce qui est perçu de l'autre côté. Et donc, ça va être intéressant, ce baromètre en est à sa première année. Ça va être intéressant sur la durée de voir comment ça évolue et finalement, quelles sont les sociétés qui s'en sortent le mieux, parce que c'est elles qui vont montrer le chemin pour les générations futures et pour effectivement que tout le monde soit embarqué dans une politique un petit peu plus responsable pour l'environnement. Alors du coup, peut-être dans les enseignements côté consommateur, je me demande si lorsqu'on s'était quitté lors de la 50e convention, on n'avait pas dit qu'il y avait
me semble-t-il, l'aspect, la fameuse fin du monde versus fin du mois, finalement le positionnement du citoyen qui, lui, effectivement, aimerait que dans l'ensemble, la société fasse énormément d'efforts et qui, en même temps, dans sa consommation, était peut-être moins irréprochable qu'il ne souhaiterait que les autres le soient. Oui, nous on dit souvent, et d'ailleurs ça nous sert de grille d'analyse à l'Obsoco, que les comportements de consommation, comme tous les comportements d'ailleurs, sont toujours un peu le fruit d'un compromis entre nos idéaux et nos contraintes. Et quelquefois, les contraintes empêchent de poursuivre les idéaux, quoi. Donc, il ne s'agit pas de dire que les consommateurs sont schizophrènes ou qu'ils disent n'importe quoi dans les sondages et qu'après ils font autre chose. C'est plus compliqué que ça. Il y a des jeux de contraintes qui s'imposent. Et donc, on a rendu public en début d'année un observatoire de la consommation responsable, avec comme partenaire cette fois-ci Citeo, l'éco-organisme, et qui fait le point un peu sur la question. Et ça a beaucoup avancé. Voilà. Alors, on peut toujours critiquer, on peut toujours faire mieux. Hein. Ça a beaucoup avancé. On arrive au constat qu'à peu près un peu plus de 40% de la population française est déjà significativement engagée dans cette manière de consommer en ayant en tête ces impacts et en essayant de les réduire, quoi. Donc on a quand même dépassé le cercle des militants. Donc on peut faire mieux. Parmi les obstacles, il y a évidemment le coût. Certaines des pratiques de consommation responsable génèrent un surcoût, d'autres au contraire font faire des économies. Il n'y a pas forcément fin de mois contre fin du monde. Hein. Acheter d'occasion, ça coûte moins cher que d'acheter neuf. Faire du covoiturage, c'est moins cher que de conduire sa propre voiture. Prendre des douches plutôt que des bains, on économise de l'eau et de l'énergie. Donc, il y a des pratiques de conso responsable qui, au contraire, font des économies. Hein. Mais quand même, le coût est évoqué comme étant le principal obstacle à aller plus loin, mais également l'information et la disponibilité des offres. Et donc là, ça renvoie quand même le balancier du côté des entreprises. Est-ce qu'elles ont fait suffisamment pour d'abord mettre en place des offres responsables pour qu'on puisse les identifier lorsqu'on est en position d'acheter un produit ou un service, de pouvoir voir celles qui sont le mieux disantes. Donc on avance, on voit bien toutes les logiques d'affichage, environnemental, social, sociétal, tout ça progresse. Mais il y a quand même une ombre au tableau, et que le baromètre a mis très clairement en évidence, c'est qu'au-delà du peu de visibilité que beaucoup d'actions d'engagement des entreprises souffrent par rapport aux consommateurs, les gens ne voient pas, parce que sans doute la communication RSE a été surtout une communication institutionnelle jusqu'à maintenant. Donc beaucoup de choses faites effectivement ne se voient pas, parce que ce n'est pas dans le produit en quelque sorte, hein, c'est dans le fonctionnement de l'entreprise. Et par ailleurs, même quand ça se voit, il y a un doute. Il y a un doute sur la crédibilité de ce qui est engagé. Et là, ça nous renvoie à quelque chose de beaucoup plus fondamental, hein, qui caractérise la société française, et je dirais les sociétés occidentales contemporaines. C'est une mise en doute du fait que les entreprises, elles fonctionnent pour le bien commun, quoi. On ne croit plus à cette idée qui était déjà chez Adam Smith avec la main invisible, hein, que le progrès économique engendre ipso facto le progrès social. On a l'impression, notamment depuis la dérégulation des années 80, hein, que les entreprises, elles roulent pour elles-mêmes. Donc elles disent qu'elles sont obsédées par le client, la satisfaction, oui, parce que c'est une condition de rentabilité. Mais quand elles peuvent tricher, tirer la couverture à elles, etc., elles ne se gênent pas de le faire. Et les scandales en matière de consommation sont quand même assez nombreux. Donc il y a un vrai problème de crédibilité. Le baromètre vraiment le met en évidence, parce que, par exemple, on a soumis aux répondants une vingtaine d'entreprises du CAC 40 qui traitent avec les consommateurs, et on leur a demandé de choisir parmi elles les deux, hein, qui leur paraissaient les plus vertueuses. 50% des Français interrogés, un échantillon représentatif, ont choisi de n'en prendre aucune. Aucune. Ils ont coché la case aucune. Voilà. Idem, on leur a demandé, alors là, de manière plus ouverte, d'évoquer spontanément une marque qui leur paraît particulièrement vertueuse. Mais il y a très très peu de gens qui ont donné une marque, et les résultats sont très dispersés, quoi. Et celle qui arrive en premier, je crois, elle a eu 20 citations sur un échantillon de 2000 personnes, quoi. Donc il y a énormément de boulot à faire pour rendre plus visible ce qu'on fait, et que ça soit peut-être plus directement lié aux offres, et surtout gagner en crédibilité dans la manière de le clamer. Et ça, quelque part, ça interpelle la question de la gouvernance des entreprises. Et on l'a vu, hein, les notions d'entreprise à mission, raison d'être, ça a été testé dans le baromètre, très peu connu des Français. Par contre, quand on leur explique ce que c'est, je trouve ça intéressant. Donc, ouvrir la gouvernance sur l'ensemble des parties prenantes est une manière de crédibiliser les engagements des entreprises, parce que quand effectivement l'entreprise elle est là pour d'abord et avant tout la rentabilité pour les actionnaires, on se met à douter quand même de la sincérité des engagements lorsque s'engager peut venir heurter l'objectif de rentabilité, ce qui rapidement devient le cas, hein. D'accord. Donc du coup, cette crédibilité, si je puis dire, elle peut s'acquérir ou en tout cas se renforcer, voire naître à travers notamment des questions de gouvernance, donc d'explicité,
des modèles peut-être différents, j'allais dire disruptifs, mais peut-être qu'il y en a de plus en plus. C'est qui le patron, par exemple, qu'on avait reçu l'année dernière. Oui. C'est des exemples dont on parle beaucoup, mais est-ce que c'est quelque chose de si généralisable que ça? C'est qui le patron, c'est un cas intéressant quand même, parce qu'il n'y a aucun bénéfice consommateur. Le lait en question, c'est surtout le lait qui fonctionne bien, et c'est le même que ceux qu'on pourrait trouver chez les autres. Donc aucun bénéfice consommateur, c'est juste un bénéfice citoyen. Et le succès est vraiment au rendez-vous. Ça veut dire qu'il y a une vraie potentialité aujourd'hui de toucher des consommateurs qui sont soucieux de consommer intelligemment par rapport aux enjeux de notre époque. Donc la gouvernance, c'est évidemment une des pistes. Je ferai remarquer d'ailleurs que les entreprises mutualistes de l'économie sociale, prenez la banque ou l'assurance, cartonnent aujourd'hui quand même. Donc je pense que la question de la gouvernance s'inscrit aujourd'hui au cœur du combat concurrentiel. C'est plus un gadget, et c'est important pour la performance. Et ensuite, il y a évidemment la logique de preuve. Pour toute entreprise, apporter la preuve que les déclarations de principe qu'on a émises s'incarnent effectivement au quotidien dans la manière dont l'entreprise se comporte, notamment avec ses clients. Voilà, donc pensez qu'aujourd'hui, la performance, c'est la satisfaction du client, mais c'est aussi, et ça sera de plus en plus, la satisfaction du citoyen. C'est pour ça que, enfin, on parlait de gouvernance, mais nous, on propose une idée depuis 10 ans aux entreprises qu'aucune n'a retenue pour l'instant, qui est de mettre dans son conseil d'administration un représentant des clients. Parce que finalement, quand on demande aux entreprises qui est là pour défendre le client, voire le citoyen, dans votre conseil d'administration, souvent ils nous disent « Ah bah nous, on y a pensé, on a mis une chaise vide ». Et le principe de la chaise vide, c'est qu'elle ne répond jamais. Et donc, pourquoi ne pas mettre un client, un représentant des clients, quelqu'un qui aurait travaillé dans la société, au service marketing, au service commercial, et qui connaît les clients, qui les écoute, et dont le travail serait d'être au contact du client pour le représenter dans le conseil d'administration, là où la gouvernance de l'entreprise se fait. C'est quelque chose qu'on propose aux entreprises. À chaque fois, ils nous disent « Ah, c'est une très bonne idée, mais pour l'instant, aucune entreprise n'a suivi. » Donc, voilà. Et là, on revient il y en a parmi vous qui ont envie de faire avancer cette idée. Eh ben, je pense que ça peut être une idée qui aille dans le sens justement d'une démarche plus citoyenne et plus orientée client des entreprises. Et ce qui est en parfaite résonance avec ce que tu évoquais sur les modèles sociétaires. Moi, le petit ami de Maïf qui était dans ce siège il y a quelques semaines, où je crois que leur conseil d'administration est composé effectivement de sociétaires. On évoquait... c'est qui le patron, on est sur du sociétariat, etc. Alors, toutes les entreprises capitalistes ne vont pas se transformer en mutuelles. C'est pas possible. On pensait. Mais elles peuvent se doter d'une mission. Bien sûr. Et nous sommes ici dans les murs de la FDJ, qui est une entreprise à mission, qui a un comité de mission. D'ailleurs, j'ai l'honneur d'en être, si vous voulez. On verra, on fera le bilan de tout ça, c'est très nouveau. Est-ce que c'est du gadget? Est-ce que c'est juste pour la façade? Est-ce que ça affecte réellement le fonctionnement de l'entreprise? Ça, on verra. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant et je pense qu'il faut que plus d'entreprises se saisissent de cette opportunité. Alors, on ne fait pas rentrer le client dans le conseil d'administration, mais dans le comité de mission, on peut avoir des gens qui représentent les clients et qui, au minimum, surveillent que l'entreprise, effectivement, a adopté un mode de fonctionnement qui soit en cohérence avec les missions qu'elle s'est données elle-même. Donc là, je crois que c'est une évolution intéressante. Insuffisante, mais intéressante. Tu parles de surveiller le fonctionnement. Moi, je suis en train de regarder l'heure. Et je me dis que franchement, on est parfait. Il est 40 et 30 secondes. On a encore 4 petites minutes. Donc, va tomber la question du pitch du fonds de placement. Mon cher Jean-Sébastien, si tu avais 2 minutes en tant qu'acteur de la relation client pour convaincre ton DG justement d'être sensibilisé et d'investir dans la relation et la réclamation client en particulier, qu'est-ce que tu lui dirais ? Finalement, c'est assez simple. On sait que 20% des clients représentent 80% du chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est une statistique connue, archi connue, qu'on oublie. Mais ça pousse quand même à se concentrer sur les clients, à bien les connaître, à bien mesurer leurs attentes pour que ces 20% des clients, on les connaisse très bien et qu'ils ne soient pas tentés d'aller à la concurrence. Après, on sait qu'acquérir des nouveaux clients, pour finalement faire de la croissance, c'est extrêmement coûteux. C'est 5 fois plus cher que de conserver ou de fidéliser un client. Donc, il faut avoir ce chiffre en tête et essayer de se poser la question comment je vais fidéliser les clients existants et comment je vais faire en sorte qu'un marketing client s'installe, c'est-à-dire que nos clients soient nos meilleurs ambassadeurs. Et je crois que ce chiffre montre à quel point on peut faire des choses avec les clients. Alors, évidemment, manager la relation client, c'est tout un tas de choses, y compris manager l'insatisfaction. Mais on voit bien que c'est beaucoup plus intéressant pour l'entreprise d'essayer de faire en sorte que le client reste
et qu'ensuite, ils soient tellement satisfaits qu'ils deviennent le meilleur ambassadeur quelque part de l'entreprise. Et ça, c'est des arguments que toute direction financière est capable d'entendre. Et enfin, le dernier point dont je parlais tout à l'heure, cette capacité qu'on a de monter les prix, alors surtout dans la période actuelle où on voit qu'il y a quand même un peu de retour d'inflation. Est-ce que c'est durable, temporaire? On a plutôt l'impression que c'est un temporaire qui va durer. Et donc, il faut être capable de monter ses prix. Et ça, on ne peut le faire que si la relation, l'expérience client sont uniques. D'autant plus aujourd'hui que dans ce monde numérique dans lequel on évolue, le client a la capacité à tout moment de s'informer, de comparer, de tester. Donc c'est vraiment indispensable aujourd'hui. Et investir dans le client, hein, c'est vraiment ce qui est devenu aujourd'hui cette relation client. C'est plus dépenser de l'argent dans un contexte marketing, c'est vraiment investir dans le client pour que ce client reste demain et soit le garant de la croissance. Merci Jean-Sébastien. Avant de rejoindre avant de poser plutôt la question à... Si, Philippe, sur la question des générations à venir, je te vois faire la moue ici. Avant de poser la question... de te poser la question. On va rejoindre dans quelques minutes nos amis du SAV de la marque. Donc, je crois l'avoir oublié, mais vous êtes normalement maintenant chez vous sur cette plateforme. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions que vous voulez relayer auprès de Jean-Sébastien et Philippe. La question, juste par rapport aux générations à venir, quelles seraient les tendances de consommation que tu vois te dessiner, sachant que tout est filmé, on pourra te ressortir ça dans 20 ans en te disant « Rappelle-toi ce 15 novembre chez nos amis d'FDJ ». Voilà, les deux vagues, l'environnement est dedans, la relation est dedans. Évidemment, mais je vais te boule de cristal. Non, c'est pas la boule de cristal. Je vais faire une réponse qui va me sortir de l'embarras. Plus que jamais, à une vitesse qui s'accélère, on vit un moment de démoyennisation de la société. Démoyennisation. À une époque, je parlais de démassification, mais je pense que c'est pas juste. Démoyennisation, ça veut dire en gros que le processus d'individualisation, le fait que l'individu arrive à se construire par lui-même et casse le carcan du social en quelque sorte pour créer son existence par les choix qu'il réalise, créer son identité, fait que les consommateurs sont de plus en plus différents les uns des autres. Surtout qu'encore une fois, nos besoins de base étant saturés, ce qu'on cherche à travers la consommation, c'est plus que de la fonctionnalité. C'est des supports identitaires, c'est des facteurs de reliance, c'est des points qui nourrissent notre imaginaire, etc. Donc on est dans la subjectivité. Donc vraiment, moi, quand j'entends parler du consommateur, ça m'horripile. Il faut parler des consommateurs et les segmentations qu'on pouvait faire dans le passé à travers des critères sociodémographiques grossiers comme les tranches d'âge ou le niveau de revenu, ça ne marche plus, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre de manière univoque à ça. Je pense qu'il faut être vraiment à l'écoute des consommateurs individuellement, parce que chacun va exprimer des attentes qui lui sont propres. Alors si simplement il faut tirer des lignes un peu générales au-delà de ce que je viens de dire, évidemment je ne vais pas me dédire par rapport à ce que j'ai dit il y a quelques minutes. La question de la responsabilité va jouer un rôle croissant, c'est une évidence. Il est possible aussi, et ça peut venir en contradiction, que beaucoup d'économistes pensent qu'on va rentrer dans un régime permanent de croissance très lente. Donc de croissance du pouvoir d'achat très lente. Et puis de toute façon, s'il faut qu'on gère la question de la crise écologique, on ne peut pas exclure une forme de décroissance de la consommation. Donc comment on gère ça quand on est face à des consommateurs qui vont avoir une contrainte budgétaire qui est plus forte? Donc il va falloir aider les gens à mieux utiliser le pouvoir d'achat. Moi j'utilise une autre expression que pouvoir d'achat, c'est le pouvoir de consommation. À pouvoir d'achat donné, comment on améliore le pouvoir de consommation? Et au final, dernier point et je m'arrête là, on voit bien que nos sociétés manquent un peu de projets collectifs. Sociétés profondément individualistes. Les projets, on les a à l'échelle individuelle. Et c'est quoi le projet? C'est quoi qu'on cherche? Et qui réunit beaucoup de gens, hein, mais chacun va y mettre un contenu différent. Bon, on veut être heureux. On veut du bien-être. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Parce qu'il n'y a plus de cause commune qui justifie qu'on y consacre sa vie. On est très centré sur nous-mêmes et on veut réussir notre vie, être heureux, être bien. Voilà. Eh bien, je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Ça qu'il faut comprendre et que trop souvent la consommation aujourd'hui porte une promesse de petit plaisir éphémère. Achète l'iPhone 13, qu'est-ce que tu vas être content? Mais ça, on sait que ça dure 3 jours et puis après on revient à l'état normal. Je pense que chercher à satisfaire le client, c'est comprendre cette quête de bien-être et d'épanouissement
et de porter une autre promesse que le petit plaisir éphémère, accompagner les gens pour qu'ils atteignent ces objectifs. Et ça veut dire viser le démonisme, viser le care. L'aboutissement de l'orientation client, c'est le care. Voilà. Je suis soucieux de mon client et je l'aide à atteindre ses objectifs, je trouve des solutions à ses problèmes et je l'aide à s'épanouir. Voilà. Le care, care. Effectivement, trouver des solutions à leurs problèmes. Alors, je ne sais pas si notre communauté aura exprimé des problèmes, mais probablement des questions. Du coup, je vous invite à ce qu'on retrouve en régie nos amis de... Voilà, bonjour. Alors, apparaissent à l'écran. Voilà. Oui, bonjour. Donc, voilà. C'est noté. Nous allons relayer votre question. Très bien, merci. Alors Florence, excuse-moi, j'ai pris la ligne avant. Je crois qu'il y a une première question qui est arrivée à votre attention, Jean-Sébastien et Philippe. On a parlé de ce transactionnel relationnel qui a beaucoup intéressé nos auditeurs, particulièrement une question sur l'abonnement. Est-ce que l'abonnement aujourd'hui n'agacerait pas le consommateur? C'est Catherine qui nous pose la question, relayée également par Dominique, qui nous demande comment maîtriser les dérives de l'abonnement. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a abonnement et abonnement. Ouais. Si l'abonnement, ça cherche juste à rendre le client captif, alors c'est pareil, il faut qu'en face, il y ait des avantages, quoi. Donc c'est en gros l'abonnement à la presse, je m'abonne, je m'engage. Il y a de moins en moins de logique d'engagement, hein, mais on joue sur un biais cognitif qui est le biais de statu quo. On ne s'engage pas pour une période, mais de fait, on continue à payer tous les mois. Donc là, dans cet abonnement classique, il faut qu'en face, on ait un avantage à s'être abonné, quoi. Donc typiquement, la presse, c'est moins cher que si j'achète au numéro. Voilà. Carrefour, Monoprix, tu t'abonnes, tu payes tant par mois, mais tu as un niveau de réduction. Voilà. Donc là, c'est intéressant si, en contrepartie de la mensualité, enfin du coût de l'abonnement, j'ai un vrai avantage consommateur. Mais quand même, l'objectif, c'est clair, hein, c'est quand même d'enfermer le client dans la relation. Les abonnements dont je parlais tout à l'heure qui donnent accès à une ressource, là, c'est quand même très différent. C'est très différent. Et après, il faut voir la pertinence des ressources qu'on me propose et le type de service que ça fournit. Mais je crois qu'on est sur autre chose. Il y a quand même un obstacle commun à ces deux types d'abonnements, c'est que c'est des dépenses préengagées. Du coup, en début de mois, c'est prélevé sur votre compte en banque, quoi. Et donc, ça ampute ce qu'on appelle le budget arbitrable, donc le reste à vivre, ce qui reste dans le porte-monnaie, pour aller le dépenser librement dans les magasins. Et on sait que l'évaluation que les gens ont de leur pouvoir d'achat est plutôt fondée sur le reste à vivre que sur la totalité du revenu. Donc plus on va rentrer dans cette logique d'abonnement, plus ça va contracter le reste à vivre et donner un sentiment d'appauvrissement. Et donc ça peut provoquer en réaction un désir de retrouver un peu la maîtrise de sa consommation et dire les abonnements, j'en ai trop, hein, je vais faire le tri là-dedans, quoi. Ouais. Je crois que pour compléter ces remarques de Philippe, l'abonnement, pour l'instant, l'abonnement qui fonctionne est celui qui permet d'étaler un paiement qui coûte cher. Donc, on s'abonne quand on est une entreprise et qu'il faut acheter un logiciel, ça coûte très très cher. Et donc, le fait de s'abonner permet de réduire la dépense à un instant T pour l'étaler sur une durée beaucoup plus longue. Quand on utilise Vélib', ça coûte moins cher finalement de payer un abonnement pour utiliser un vélo qui normalement est en bon état et peut être n'importe où, que d'acheter un vélo, de se le faire voler, d'en racheter un autre, de se le faire abîmer. Et finalement, les gens s'y retrouvent parce que sur la durée, ils n'ont pas une grosse somme à sortir et puis ensuite, ils payent sur la durée. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui l'ont compris puisque maintenant, même les impôts, c'est une retenue à la source. On n'a plus à payer le dernier tiers, qui est une grosse somme, mais finalement, on a un abonnement qui dilue la dépense. Donc ça, c'est un aspect important de l'abonnement. Après, effectivement, pour éviter de tomber dans des abonnements qui sont des arnaques, l'abonnement doit répondre à un certain nombre de critères. Le premier, c'est qu'il doit répondre aux attentes du client. Et ça, c'est très important de ne pas faire des abonnements qui soient n'importe quoi, mais vraiment qui répondent. Et c'est pour ça que Decathlon fait une tentative pour voir, est-ce que oui, il y a des gens qui ont cette attente de pouvoir essayer plein de choses, ou est-ce que non, ils veulent avoir leur raquette de tennis à eux et pas en changer. Donc c'est très important que ça réponde aux attentes du client. Et puis, que cet abonnement ne soit pas une prison. Parce que ça, on l'a vu dans les télécoms, les gens ont rejeté ces systèmes d'abonnement et donc ils veulent une certaine liberté de pouvoir à un moment donné réduire ces abonnements parce qu'ils sentent bien tous ces clients ce qui peut arriver, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plein d'abonnements
et puis à un moment, ils seront dépassés dans leur budget. Donc, on voit même il faut la capacité de pouvoir sortir de l'abonnement facilement, peut-être avec certains engagements pour permettre à l'entreprise de ne pas avoir tous les clients partir d'un coup, mais facilement, de façon prévisible et organisée. On voit d'ailleurs qu'il y a alors, je ne sais pas si c'est une lame de fond, mais c'est Netflix l'année dernière, je trouve, qui avait très bien joué en disant chez nous, si vous ne vous connectez pas à nos services pendant 1 an, on résilie d'office votre abonnement. Mais en même temps, qui n'a pas une manette sur laquelle il y a le bouton Netflix et qui, même par hasard, mais on sent effectivement il y a cette volonté de sortir d'une cage fût-elle dorée. Mais d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on retrouve notamment dans le leasing, par exemple sur le leasing automobile, où il y a cet arbitrage, j'imagine, financier. On vient chercher une bonne affaire aussi. Oui, enfin, je tempérerai un tout petit peu ce qui a été dit. D'ailleurs, les associations de consommateurs ont souvent tapé sur les abonnements, parce qu'effectivement, dans l'immédiat, certains abonnements dispensent de sortir une grosse somme. Vélib est un bon exemple. Tu penses à l'abonnement des impôts, toi? Non, celui-là, mais alors, on peut pas l'arrêter, celui-là. J'aimerais bien. Mais quand on cumule sur la durée de vie de l'abonnement, quelquefois ça nous coûte beaucoup plus cher. Hein. Ouais. C'est aussi pour ça que les formules d'abonnement sur les équipements domestiques décollent pas. C'est qu'on se rend compte qu'effectivement, dans l'immédiat, ça évite de sortir une grosse somme, mais au total, ça peut coûter beaucoup plus cher. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre l'abonnement comme un substitut à la vente à crédit. En réalité, l'abonnement devient vraiment intéressant quand ça s'est associé à une couche servicielle qui est très épaisse, quoi. Bah écoutez, je vous propose qu'on bascule en régie pour voir si on a d'autres questions qui nous attendent. Bonjour à tous, merci beaucoup pour vos questions. Alors on a une question de Constance qui demande à nos intervenants où doit se placer la relation client, l'expérience client dans l'organisation d'une entreprise. Est-ce qu'elle doit être rattachée au comité de direction ou à une direction marketing? Et on va en profiter peut-être pour prendre une deuxième question en même temps sur le plateau. Si jamais vous avez une deuxième question, comme ça, on embarquera les deux. Oui, absolument. Concernant les coopératives, alors on a effectivement un intérêt sur cette notion de coopérative dont vous avez parlé. Est-ce que les coopératives, aujourd'hui, on peut considérer qu'elles ont une longueur d'avance parce que les clients font directement partie du conseil d'administration de ces organisations? Donc, est-ce qu'on peut considérer que c'est un modèle qui pourrait être réutilisé? C'est Samuel et Thomas qui nous posent la question. Sur les coopératives, à une époque, certaines cachaient le côté coopératif et aujourd'hui, tout le monde y revient. Oui, non, elles ont une longueur d'avance parce qu'elles sont crédibles sur le plan de la responsabilité. Hein. Certaines banques ne se gênent pas de le dire. Hein. On n'a pas d'actionnaires, nous, on a des sociétaires. Théoriquement, en plus, elles sont susceptibles de pouvoir avoir un avantage de compétitivité prix. Comme il n'y a pas le capital à rémunérer, si elles font des gains de productivité, si elles font du profit, elles le redistribuent aux sociétaires, soit sous forme de prime, soit en baissant les tarifs. Donc théoriquement, elles devraient être en plus mieux disantes sur le plan de la compétitivité prix. Le petit bémol, c'est que quand il n'y a pas la pression de l'actionnaire, ça peut provoquer du relâchement organisationnel. Pour le dire autrement, on n'est pas au top de la productivité parce qu'on n'a pas le garrot de l'actionnaire qui nous force à nous surpasser, quoi. Donc malheureusement, cet avantage potentiel de compétitivité prix, on ne l'a pas toujours, parce que ça se traduit par moins de productivité ou des conditions pour les salariés, tant mieux pour eux, hein, qui sont plus favorables, mais du coup, ce n'est pas forcément associé à du mieux. Mais ça, c'est à la limite un problème de gestion interne. Si on sait trouver des incitations en interne pour être malgré tout efficient, on combine les deux avantages. Donc la coopérative est intéressante. Attention, la coopérative de consommateurs. Hein. Dans le monde du commerce, vous avez une grosse partie du commerce est tenue par des coopératives, hein, ou des choses approchantes de ça, Leclerc, Intermarché, mais ce sont des coopératives de distributeurs. Et donc chacun des sociétaires ici, c'est une entreprise qui cherche à faire du profit, autant que la structure centrale qui cherche à aider les adhérents à faire du profit. Donc ne confondons pas, hein, on parle ici pour des coopératives de consommateurs. Ouais. Le regard du financier sur les coopératives, même si tu ne peux y investir. L'actionnaire, effectivement, a vocation à pousser l'entreprise dans ses retranchements pour qu'elle avance et qu'elle fasse de la croissance qui générera une rentabilité par rapport au capital qu'il aura investi, mais pas que. L'actionnaire est aussi là pour regarder plus loin que ne le font les gens au quotidien. Et c'est un peu le défaut, à mon avis, des coopératives et des mutuelles, parce que l'actionnaire, lui, est censé être visionnaire dans la mesure où il apporte à l'entreprise ce recul par rapport à l'entreprise, ou alors son investissement quand l'actionnaire est aussi le dirigeant de l'entreprise, et donc à parfois faire des sacrifices
pendant quelques années pour que l'entreprise demain soit une entreprise indispensable. Et ça permet de basculer sur la deuxième question, où se situe le client et la relation client dans la gouvernance. Eh ben, les modèles qui ont réussi sont les modèles où le porteur de cette obsession client est le dirigeant de l'entreprise. Et donc, il arrive à communiquer cette obsession jusqu'aux opérationnels qui sont au contact du client. Et donc, il est très important que la relation client remonte dans les strates de l'entreprise pour pouvoir être au-dessus des directions financières ou des directions stratégiques. Il faut vraiment, et on le voit, une entreprise comme Amazon, son succès n'est lié qu'à l'obsession de Jeff Bezos par rapport aux clients, parce qu'il a compris très vite qu'il y avait des milliers de plateformes, des milliers de sites, et que le seul moyen de se différencier, c'était d'être le meilleur, d'avoir le meilleur service, la meilleure sécurité sur son site, le site le plus profond, le catalogue le plus grand, etc. Et cette obsession client, elle est portée par le dirigeant jusqu'aux opérationnels. Et c'est la clé de la réussite du modèle Amazon. Donc, ce n'est pas la peine de chercher plus loin d'autres modèles. Ce modèle-là fonctionne et beaucoup d'entreprises l'ont compris. Alors, c'est parfois difficile d'avoir un dirigeant qui soit obsédé par le client parce que ce n'est pas dans sa nature. C'est pour ça que c'est important qu'il ait dans son conseil d'administration des gens qui lui rappellent sans arrêt, ou dans sa gouvernance, au quotidien, dans ses comités de direction, des gens qui lui rappellent que son objectif, c'est de répondre à des attentes d'un client. Et que sans ça, il risquerait de devenir quelqu'un qui n'a pas de client, c'est-à-dire une association. Et sans arrêt, il faut revenir vers le côté entreprise si on veut pouvoir faire de la croissance. Le cas Amazon est intéressant, parce que c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, jusqu'au logo, le sourire du client. Et en même temps, l'obsession du client, mais on a un peu oublié le citoyen. Et Amazon est de plus en plus attaqué pour les conditions de travail imposées à ses salariés, le fait de ne pas payer ses impôts comme il devrait le faire, d'avoir un bilan environnemental catastrophique. Ça commence à inquiéter l'entreprise. Dans nos enquêtes, on a repéré que 10% des Français sont en posture de résistance ou de boycott d'Amazon. Les autres sont ravis, des notes de satisfaction très très élevées. Mais quand même, il faut faire attention aujourd'hui. Peut-être que la menace qui pèse sur l'avenir d'Amazon, c'est ça, c'est cette grogne qui est en train de monter du côté des citoyens. Donc, le consommateur, évidemment, le client, évidemment, mais de plus en plus aussi penser aux citoyens. Et on le voit bien dans les dernières enquêtes de satisfaction qu'on a pu avoir. Amazon est en perte de vitesse en termes de satisfaction client. Alors, évidemment, le client est aussi citoyen, et je pense que tout ça, c'est lié dans la réponse aux enquêtes. Mais d'un autre côté, le modèle Amazon est tellement fort que malgré ce mécontentement, malgré cette insatisfaction grandissante, les mêmes qui nous répondent que non, Amazon, vraiment, c'est plus ce qu'ils font, c'est plus ce qu'ils veulent. Dès qu'ils ont raccroché, ils commandent chez Amazon. Ouais. Et les 10%, c'est peut-être les 10% que tu évoquais tout à l'heure sur les 10 premiers pourcents de militants très câblés, environnement, qui sont devenus par la suite 40%. On peut imaginer que la dynamique... C'est pour ça que ça inquiète Amazon. Et je ne sais pas si vous avez remarqué la campagne télé actuellement pour nous rassurer sur les conditions de travail des salariés, etc. Enfin, ils ont bien compris qu'il y a quelque chose ici qu'il faut gérer et ils sont en train de prendre le truc à bras le corps. Est-ce que ça suffira? Ça, j'en sais rien. Mais, à surveiller attentivement, en tout cas. Très bien. Bah, écoutez, messieurs, je vous remercie infiniment. On va rejoindre dans quelques minutes un invité qu'on retrouvera par ailleurs, mais qui nous a fait une petite surprise. Mais avant de nous séparer, juste quelques ouvrages et quelques informations avant cette pause. Tout d'abord, les ouvrages. Il se trouve que celui-là, je l'ai pris, tu vois, pour que tu me le dédicaces, parce que la dernière fois, tu avais réussi à t'échapper avant que je te mette la main dessus. Donc, Dépenser la consommation, que vous trouverez dans les librairies, que vous pourrez éventuellement vous fournir, acheter sur la plateforme. Il y a un lien qui devrait vous être mis à disposition dans quelques minutes, si vous le souhaitez. Un autre ouvrage plus récent sur les utopies de la... Utopie et consommation dans la même collection, ce sont des ouvrages issus des colloques du Cercle de l'Obsoco, donc ouvrages collectifs. Quoi. Et donc, c'est effectivement des ouvrages, je crois qu'on dit chorales, c'est ça, peut-être pas d'ailleurs, des ouvrages collectifs, c'est ça, qui sont publiés à l'issue des colloques. Et donc, le prochain, tu nous disais, a lieu le 26 novembre à l'ESCP, inscription libre et gratuite sur le site de l'Obsoco. Ok, donc inscription libre gratuite le 26 novembre sur le site de l'Obsoco. Et puis 2 autres ouvrages également et 2 livres blancs. Eux, vous ne pouvez pas les acheter. Par contre, vous pouvez vous les faire offrir par nos amis de Trust Team. Le cas échéant, il suffit de vous faire connaître sur la plateforme en donnant vos noms, prénoms, ou d'ailleurs vos noms, prénoms doivent être connus, mais simplement de dire votre souhait. Et je crois que Capucine des équipes de Trust Team est sur la plateforme, relèvera
le qui vous êtes prendra contact avec vous pour ensuite vous adresser ces 2 ouvrages. J'en profite pour préciser que le baromètre de l'engagement que nous avons mené conjointement est librement téléchargeable, soit sur le site de Trust Team Finance, soit sur le site de l'Obsoco. D'accord. Et donc, l'étude, vous l'avez bien vu, donc disponible sur le site de l'Obsoco Et de Trust Team. et de Trust Team. Avant de passer en régie, juste, on va parler d'enquête. Nous, il se trouve que pareil, à la marque, on a une enquête qui sera adressée à l'ensemble de nos membres dans la matinée. Il s'agit de la 2e étude des services réclamation client, une cartographie. Vous aviez été, je crois, plus de 140 entreprises à l'avoir réalisé l'année dernière, à l'avoir complété. Ça vous avait permis d'avoir un benchmark solide, d'avoir des typologies dont vous nous avez dit qu'elles vous avaient été fort utiles. On a attendu que 3 ans s'écoulent pour pouvoir renouveler l'édition avec nos amis d'Init. Vous recevrez donc aujourd'hui de leur part, mais vous en avez été déjà informé lundi, une étude. Il faut compter une quinzaine de minutes pour y répondre, mais ça vaut vraiment le coup. C'est bien là l'objet de notre association, de professionnaliser et promouvoir le métier. Donc un outil à votre dispo. Vous aurez également une page de pub dans quelques instants où on vous parlera de formation. Voilà, c'est une petite animation. Vous regardez, il y a des dates qui vous seront proposées. Mais avant d'aller sur cette petite pause, nous allons faire un petit détour par la régie où nous allons pouvoir suivre la météo des réclamations. Et encore merci, messieurs.